Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, Parents conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça, notre enfant n'est pas encore né et nous sommes déjà assaillis par des tonnes d'injonctions. C'est vrai, on ne naît pas avec le mode d'emploi de parents. Il n'y a pas non plus de recette miracle pour accompagner le développement de son enfant, mais il existe des outils dans lesquels maman, papa et coparents peuvent librement piocher, des outils qui peuvent les guider au quotidien et les aider à créer ce lien si singulier avec leur enfant dès les premières années de sa vie. Les pratiques que mon invité a choisi de partager sont toutes issues, ou presque, de ce que l'on appelle le maternage proximal. Maman de 2 petites filles, on la connaît sous le pseudo de Little Bun Bao sur les réseaux sociaux. Ancienne interprète en langue des signes française, elle est également formée à la psychologie du développement de l'enfant. Autrice de livres, elle fait appel à sa propre expérience, mais également à de nombreux professionnels de la parentalité. Bonjour Marie Cao. Bonjour. Pourquoi ce grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans ? Parce que tout se joue avant 3 ans, comme on l'entend souvent, ou pas ? Non, tout ne se joue pas forcément avant 3 ans, mais pour les parents, quand bébé vient au monde, on est désemparé. C'est un sacré coup que l'on prend sur la tête, un vrai tsunami, et c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand je suis devenue maman. Vous approuvez donc totalement l'adage maman en forme, enfant content. C'est là que ça se joue aussi. Parents d'ailleurs en forme, pas que maman. Papa, maman en forme, enfant content. Exactement. Pour pouvoir vivre bien sa parentalité, avoir un bébé qui lui aussi est épanoui, il faut être tout simplement bien, être en forme, être informé, un minimum, mais surtout se faire confiance. Vous parliez de tsunami. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie Cao ? Ce choc, ça a été quoi ? On n'est pas préparé au changement quand on a un enfant. Alors on nous dit pendant la grossesse, ça va changer, les nuits vont être compliquées, etc. Mais on ne se rend pas compte de l'angoisse qui peut nous peser sur les épaules au moment où on donne la vie. On prend conscience qu'on n'a plus juste nous à gérer, on a la vie d'un tout petit être fragile pour lequel on a envie de donner le maximum et de faire au mieux. Et c'est là où tout vient basculer. Il y a quelque chose qui se joue avec du stress, de l'angoisse, une volonté de faire de son mieux en permanence, et on s'épuise. Vous parlez de matrescence, c'est un mot qui revient souvent, cette articulation entre maternité et adolescence. Ça s'est manifesté comment chez vous, la matrescence, Marie ? Ça a été un vrai choc. Je ne me suis plus du tout reconnue. Un choc identitaire.
J'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui était très libre et très indépendante, à me confronter au danger. Et là, je me suis mis dans une bulle, un besoin de protection, avec un focus sur mon enfant, sur mon bébé, avec ses propres besoins. Et je me suis plus du tout reconnue. Comme si il y avait une mue qui s'était faite, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça a été très compliqué à vivre. Je me demandais si c'était normal jusqu'à ce que je découvre le phénomène de la matrescence avec Clémentine Sarlat. Ça m'a permis de comprendre que j'étais dans une métamorphose. Finalement, on est totalement dans le maternage proximal, là, dans ce que vous dites, ce besoin d'être près de son enfant. C'est presque du maternage instinctif, c'est animal, non, Marie ? Complètement, c'est instinctif. On écoute ce qui se passe, on écoute ce qu'on a envie de faire quand son bébé pleure, quand son bébé bouge, on s'écoute. Et c'est tout le focus est s'écouter. Balayer tout ce qu'on a pu entendre, tous les conseils qu'on a pu nous donner et nous transmettre, c'est vraiment se dire « je m'écoute ». Vous l'avez découvert comment, donc, ce maternage proximal ? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qui se cache derrière ? Parce qu'on pourrait mettre plein de choses dedans, mais c'est quoi exactement ? On a une définition du... Le maternage proximal, il s'oppose au maternage distal qui a été mis en place au travers des berceaux, au travers de tout objet de puériculture qui vient éloigner le bébé des parents. Le maternage proximal, c'est vraiment le fait de prendre en compte les besoins du bébé. Donc le besoin d'être porté, d'être collé, d'être en peau à peau, le besoin de regard, le besoin de créer du lien, tous ces besoins-là auxquels on vient répondre tout simplement. Être à l'écoute, avant tout, du besoin du bébé. On va voir comment on fait pour repérer quel est ce besoin. C'est pas toujours évident, puisque bébé ne met pas de mots sur ce qu'il ressent. Sur ce maternage de proximité, il y a plusieurs outils, vous l'avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, d'être trop collé à son enfant ? On parle de couper le cordon, à force d'être hyper investi, que ce soit le père ou la mère ou le coparent. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, finalement, à le laisser prendre son autonomie à terme ? Justement, les bébés chez qui on vient combler cet amour, ce besoin d'attention, on vient renforcer ce lien, prennent justement bien plus tôt leur autonomie. Ils sont comme repus de confiance et donc s'avancent vers le monde. J'ai pu l'observer avec mes filles, mais je l'ai observé au travers des livres que j'ai pu lire, de toute cette communauté aussi de parents. On observe cette indépendance de l'enfant, cette autonomie gorgée de confiance. Et tout se joue sur la confiance finalement. Est-ce qu'il y a des obstacles à ce maternage de proximité ? Est-ce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le réaliser, le faire, le mettre en pratique ? Ça arrive aussi. Ça arrive et c'est là où c'est très important. Tout le livre l'explique, c'est le besoin de s'écouter en premier. D'écouter ses propres besoins. Si on n'a pas envie de dormir avec son bébé dans la même pièce, parce que ça fait des petits bruits, les bébés, on nous prévient pas, mais c'est sacrément bruyant quand ils dorment, on ne le fait pas. Si le parent n'est pas bien, si le parent ne dort pas bien ou n'est pas à l'aise, il n'y a aucun intérêt à se forcer. C'est vraiment l'important de composer sa propre parentalité en s'écoutant. Et ensuite, on va écouter son bébé. Mais d'abord, on va s'écouter soi. Qu'est-ce qui résonne ? Qu'est-ce que je ressens au fond de mon cœur de mère ou de père ? Qu'est-ce qui fait sens ? Et ça permet de tout simplement composer tout simplement sa parentalité. On choisit de faire ce pot à pot dès le premier moment, quand on peut, à la maternité, recevoir son enfant sur son sein, j'allais dire. C'est pas toujours le cas, notamment si on a eu une césarienne ou si c'est passé d'autres choses, mais quand on peut le faire, c'est le début de quelque chose, de ce lien qui se crée. C'est quoi l'avantage du pot à pot ? Parce qu'il y en a plein, en fait, et pour l'enfant et pour les parents. Alors d'abord, peut-être pour l'enfant, quels sont les avantages du pot à pot ? Pour le pot à pot, le bébé va de suite retrouver tous ses repères qu'il avait dans le ventre, que ça soit au niveau de l'odorat, il va réentendre le battement du cœur de la maman, cette température qu'il avait omniprésente à 37 degrés, il va retrouver tous ses repères et du coup venir s'apaiser. Ça vient également réguler ça vient également réguler sa température, baisser son stress et mettre en place potentiellement l'allaitement s'il y a un désir du côté de la maman d'allaiter.
Ça se fait naturellement, c'est ça? Oui, on appelle ça le crawl du bébé qui va pousser sur ses petits pieds quand on le pose sur le ventre Oui, et monte. remonter jusqu'au sein de la maman. Et c'est assez incroyable de se dire que si petits, tout mous, tout malléables, ils sont capables de cette énorme épopée. Et la maman n'est pas la seule à pouvoir faire le pot à pot. Le papa ou le coparent peut le faire aussi. Exactement. Moi, mon mari a été le premier pot à pot de notre deuxième fille et ça a été hyper intense à regarder, à les voir. Il y a eu comme ils sont tombés amoureux. Ils sont tombés amoureux. C'était très beau, même de mon point de vue de maman, d'observer cette scène qui était magique. Et du coup, avec ce pot à pot, est-ce qu'on peut prendre conscience davantage des besoins de son enfant? On peut le ressentir davantage, être plus connecté à lui? On est beaucoup plus connecté, on le regarde et on le vit. Il y a quelque chose de très animal dans le pot à pot. Et quand on observe son bébé, quand il est contre nous, il y a des choses instinctives qui remontent et qui sont assez incroyables. Et tout passe finalement par l'observation et la confiance chez le parent. Vous dites, Marie, que le pot à pot a été salvateur. Le portage aussi. Alors, ça a fait un peu peur parfois, le portage. On ne sait pas si on va bien mettre l'enfant, si on va bien l'accompagner, si on ne va pas lui casser quelque chose. Enfin, franchement, on se pose plein de questions. En quoi ça aussi, c'est un instant magique et qui permet en fait de libérer le parent quelque part aussi? Ça permet complètement de libérer le parent. Et moi, ça a été quelque chose qui a été une découverte pour moi. J'ai pu reprendre ma vie comme avant et j'ai pu bouger, j'ai pu me promener, j'ai pu continuer à la maison, m'occuper de ma plus grande. Mais ça a été en tout premier un prolongement de la grossesse. J'ai retrouvé les mêmes sensations qu'enceinte et pour des mamans qui ont eu une grossesse potentiellement un peu plus courte ou qui ont un besoin de s'ancrer à nouveau dans la grossesse, on ressent les mêmes sensations, nous, mais également le bébé. Et également, ça vient l'apaiser à ce moment-là. Et ce portage, on choisit quoi d'ailleurs pour porter son enfant? Il y a tellement de propositions, on pense au oui, c'est ça, le porte-bébé, mais ça c'est pas très... Si. C'est bien? Si, il y a de super porte-bébés qui ont été créés. Et il faut tout simplement se tourner vers les bonnes marques. Aujourd'hui, en termes de porte-bébé, il y a des choses incroyables qui ont été créées. Et c'est en fonction de soi. Il va y avoir des mamans qui vont aimer avoir du tissu contre elles, ou alors tout simplement de clipser et de mettre un porte-bébé. Ce que moi je conseille, c'est en cadeau par exemple de naissance ou avant de s'offrir un cours de portage avec une monitrice parce que le portage sauve la vie des parents. C'est tellement pratique. Mais ça s'apprend ce que vous dites, Marie, quand même, parce que c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident parce qu'au départ, on a peur, on est là, on tremblote, on a un bébé tout mou. On se dit, on va y briser quelque chose, alors qu'ils sont très solides, ces bébés, et qui s'adaptent très vite à cette position. C'est normal, c'est la position dans laquelle ils étaient dans le ventre. Mais ça nécessite, pour booster notre confiance, de prendre un cours. Et la monitrice va pouvoir nous apporter cette confiance et de se dire, ça y est, je sais, je fais et je me lance. Et bébé, il doit être face à soi ou face au monde? Parce que c'est la question qu'on se pose souvent aussi. On voit de plus en plus d'enfants qui sont vers l'extérieur. C'est pas forcément la position la meilleure pour lui? Non, c'est pas la position la meilleure. Il y a beaucoup trop de stimulation pour le bébé. Et en cas de chute, le bébé pourrait être en danger. Si le porteur ou la maman qui porte tombe en avant, ça peut présenter vraiment des dangers. Le bébé, il est bien quand il est contre son parent, quand il a le visage contre le parent. Et vous inquiétez pas que quand il commence à être bien curieux, la tête se tourne et il observe un petit peu tout. On peut toujours le porter face au monde avec le bras, comme ça c'est sur des courtes périodes, mais il est toujours mieux lové contre nous à être porté dans ce sens-là. Ce que font naturellement les mamans africaines qu'on voit souvent, c'est totalement ça. Et le largage, alors du coup, parce que le terme est sympathique, mais c'est la réalité. Quand il faut retirer bébé de l'écharpe, le poser, comment ça se passe? Ça aussi, ça s'apprend, Marie? Ça ne s'apprend pas. C'est une gymnastique. Ça se vit. C'est de l'ordre du divin quand cela marche. On est vraiment sur se contorsionner et suivre tout doucement son bébé que l'on vient poser en croisant les doigts, en ne respirant plus. C'est bon, il dort et continue de dormir au moment où on le pose. Mais en toute honnêteté, ça marche pas à tous les coups. Non, ça marche pas la première fois surtout. Non. Autre moment de connexion que vous évoquez, Marie, c'est le massage. Alors ça convient peut-être pas à tous les bébés, il y en a qui font sentir qu'ils aiment pas ça, sans doute. Mais c'est quelque chose de
de particulier, de singulier que d'effleurer son enfant, de le caresser, de le prendre, de lui faire un câlin, de le câliner tout simplement. Le massage, c'est pas forcément, alors surtout pas d'ailleurs, quelque chose d'abrupt avec les pouces qui massent fortement. Ça, c'est un autre moment de connexion et de maternage proximal aussi. Mais tous les parents massent leur bébé sans le savoir. Quand on les a dans les bras et que notre petit pouce effleure le bout du pied, parce que c'est trop chou et qu'on fait tous plus ou moins ça. On souffle sur son bébé aussi. Exactement, c'est du massage. Et le massage, je n'aime pas le massage et mes filles n'aimaient pas non plus les massages. Et je me suis rendu compte que je massais sans m'en rendre compte au quotidien mes filles en leur faisant des papouilles, des petites gratouilles, en leur caressant les joues. C'est du contact, c'est du massage et ça vient les nourrir. On choisit quoi comme huile de massage ? Pas n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. On vient choisir le mieux. Une bonne huile d'olive. Une bonne huile d'olive, hormis l'odeur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des huiles de massage qui sont créées spécifiquement pour les bébés, qui ne présentent pas de risque d'allergène. L'huile d'amande douce, par exemple, si elle est avalée par le bébé parce qu'il va mettre sa main ou son bras à la bouche, ça peut présenter un risque. Donc, voilà, une huile végétale, c'est très bien. Vous dites, vous, finalement, vous y êtes mise au massage avec bébé. Votre conjoint aussi, il l'a fait ? Mon conjoint et moi, on a dû s'y mettre au massage parce que ma fille avait des douleurs, des crampes dans les jambes. Et c'est devenu un rituel le soir de venir la masser au niveau des jambes et d'enlever, comme elle dit, les papillons. On enlève les petits papillons qui l'embêtent la nuit et ça vient l'apaiser pour un sommeil un peu plus tranquille. Alors vous évoquez ce mal aux jambes. On n'a pas évoqué aussi avec le portage l'avantage que ça avait pour tous les enfants, les bébés qui souffrent de RGO, de reflux gastro-œsophagien. C'est utile aussi, en fait, la position compte énormément. Ça vient sauver beaucoup de parents qui ont des bébés à reflux. J'avais, ma première fille est un bébé à reflux. Ça m'a sauvée, c'était la seule position dans laquelle elle ne souffrait pas et où je ne perdais pas trop d'énergie à la porter vu qu'elle était maintenue et je pouvais bouger et vivre un peu ma vie de maman. Donc ça vient vraiment apaiser les bébés à reflux justement. Tous les parents ont déjà entendu cette question. Alors ça y est, elle fait sa nuit, c'est bon. C'est la question fatidique un peu. Le sommeil de bébé, c'est compliqué. Vous le dites, Marie Cao. Celui de votre fille aînée a été un enfer. C'est le mot que vous utilisez. Quelles sont les bonnes conditions à mettre en place pour l'endormissement déjà, pour tout parent ? Alors, il faut observer les signes de sommeil de son enfant et tout passe par l'observation. Et si l'on prend le temps d'observer son bébé, en oubliant tout ce qu'on nous a dit, sur les horaires, sur le laisser pleurer, l'enfermer dans une chambre, etc. C'est des conseils qu'on a pu me donner, moi, en tant que maman, sur la naissance de ma fille. Je suis venue tout balayer, et en venant tout balayer, on observe son bébé et on voit ces petits signes. Le moment où le bébé commence à devenir un petit peu ronchon, toucher ses yeux, toucher les oreilles, on va voir que là, il commence à glisser dans le sommeil. On va donc le mettre dans un environnement qui est calme, où il n'y a pas de surstimulation, et on va tout simplement l'accompagner. Le mieux pour le bébé, quand il est tout petit, ça reste d'être en contact avec son parent. Alors, il y a des enfants qui s'endorment très bien tout seuls. Ma seconde fille, c'était le cas. Je pouvais la poser et continuer à vadrouiller dans la pièce et elle s'endormait paisiblement. Mais de manière assez générale, les bébés ont besoin de contact pour s'endormir, retrouver des petits repères. Donc bébé ne doit pas faire chambre à part. C'est la question du cododo, du sommeil partagé. Beaucoup de personnes sont contre, d'autres sont pour. On est très mitigés sur cette question-là. Vous l'avez pratiqué. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que maman ? Alors déjà, il n'y a pas de on doit ou on ne doit pas, on s'écoute. On s'écoute en tant que parent. Moi, ça faisait sens de dormir avec ma fille dans la même pièce. Ça nous a apporté énormément ça a enlevé de la fatigue. Le fait de se lever pour aller donner un biberon, pour allaiter, ça vient réveiller la maman. C'est épuisant. Les tétés, il y en a plusieurs par nuit. Donc, c'est très pratique d'avoir le berceau juste à côté, de plonger ses petits bras. Hop, on met le bébé ou on demande à son conjoint ou coparent de venir apporter l'enfant. Et ça permet tout simplement de se reposer. Ça permet également à tous les parents qui sont inquiets, moi je faisais partie de ces parents-là sur ma première, de quand on se relève et qu'on vérifie s'il respire, qu'on a besoin de savoir si tout va bien, on l'a juste à côté et du coup on s'ajuste.
Surtout que la maman est à l'affût, en fait, naturellement, elle s'éveille avant même, c'est encore l'instinct maternel, avant même son enfant, donc c'est vrai que le cœur bat souvent très vite. Donc ça, c'est important de l'avoir à côté, mais ça doit durer longtemps ou pas, le cododo, ou naturellement, ça... Naturellement, l'enfant va prendre son autonomie s'il en a besoin, mais ça va dépendre également du parent. Si le parent en a assez d'avoir l'enfant dans la chambre, qu'il a envie de plus d'intimité, eh ben, il faut s'écouter. Qui dit maternage proximal dit forcément allaitement. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est encore pas d'injonction là. On s'écoute. On s'écoute. On a construit vraiment le livre avec Julie au niveau de l'allaitement pour ne surtout pas opposer dans cette partie-là le biberon et l'allaitement. C'est vraiment donner le lait. On l'a nommé comme ça, c'est donner le lait. Et on sait aujourd'hui l'injonction qu'il peut y avoir sur allaiter un bébé à la maternité. Et de l'autre côté, quand on fait un allaitement plus long, d'avoir cette injonction d'arrêter l'allaitement. On a voulu vraiment déposer de l'information et que chaque maman, chaque parent puisse faire son choix et être OK avec ça, sans se sentir poussé d'un côté ou de l'autre. On peut clairement materner son bébé et être à fond dans le maternage proximal sans allaiter son enfant. On est dans le pot à pot de toute façon, il se fait, et puis on est dans le fait de créer ce lien via l'alimentation dont vous parlez aussi, Marie-Cao, donc il n'y a pas de souci, c'est ce que vous dites, le choix est libre pour chacun et chacune. Vous racontez par contre que le sevrage de votre fille aînée a été difficile aussi, qu'elle était accro au lait maternel. Comment vous avez fait pour mettre en place la diversification alimentaire ? Ça, c'est une autre étape aussi pour l'enfant, puisqu'on parle de l'enfant de 0 à 3 ans, cette fameuse diversification. Comment vous vous y êtes pris, vous ? On a commencé avec les purées. J'avais peur de la DME, la diversification menée par l'enfant, où on va donner des morceaux adaptés à l'enfant. Donc je suis partie sur la purée et très vite j'ai vu que ça ne convenait pas à ma fille. Elle ne voulait pas manger de purée, elle recrachait systématiquement tout et me volait quand elle me voyait manger ce que je pouvais mettre à ma bouche. Donc en fait, je l'ai juste observé. Je me suis fait confiance et je lui ai fait confiance. Et on est parti sur le fait de lui donner des morceaux en suivant son évolution. Ouais, finalement, c'est la diversification alimentaire par l'enfant. Vous l'avez suivi. Vous l'avez fait, en fait. Et quand ça se passe mal pendant les repas, que bébé est agité, il y a des solutions aussi à mettre en place, vous en parlez. Je pense notamment aux solutions de la pédagogie Montessori. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Il y a une période où l'enfant commence à vraiment bouger et n'est pas à l'aise à table. Déjà, 20 minutes de repas, c'est énorme pour un petit enfant. Et on a une période vers 18 mois où ils sont à fond dans la motricité, où ils ont besoin de bouger. La tour d'observation qu'on trouve dans la pédagogie Montessori, sans forcément être dans la pédagogie Montessori, c'est un outil formidable. L'enfant est en sécurité quand il est à l'intérieur, il est debout, il va pouvoir manger. Et une fois qu'il a terminé de grignoter ou de manger, il peut redescendre pour aller jouer et se défouler et revenir pour continuer à manger. C'est une période où ils sont vraiment là-dedans et petit à petit, ils vont arriver à rester de plus en plus longtemps à table et faut tout simplement les écouter. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut juste un petit cadre et ça marche tout seul. Vous dites aussi de mettre un timing pour les repas, que ça peut aider, un réveil. Ça peut aider au niveau des repas parce qu'on a tendance, nous, à faire durer les repas. Et l'enfant a besoin également de plus petites quantités. Donc il peut manger en fractionné sur toute la journée. Les assiettes, si elles ne sont pas consommées, on peut mettre de côté et reproposer un petit peu plus tard si on pense que l'enfant n'a pas son apport pour la journée. Autre moment de complicité, c'est le bain. Alors le bain, c'est pareil, ça fait peur parfois. Le parent a peur de mal s'y prendre. Et pourtant, il existe plein de solutions. En tout cas, vous en parlez. Finalement, de mettre très peu d'eau au fond de la baignoire. Puis il y a des baignoires spéciales aussi qui existent. Vous avez trouvé votre moment de bain avec votre fille, vos filles, comment ? C'est la découverte du bain libre. Je ne connaissais pas le bain libre. J'étais terrorisée à l'idée de les plonger sous l'eau, de la lâcher, etc. Et j'étais très stressée. Donc j'ai découvert le bain libre, c'est le fait de mettre très très peu d'eau dans sa baignoire, de mettre un petit tapis ou une serviette dans l'eau et de mettre vraiment très peu d'eau. Et l'enfant va donc être dans très peu d'eau et bouger, on va le poser. On va pouvoir faire des comptines, on va pouvoir le regarder, lui parler, lui savonner les petites mains. Et on n'est plus dans ce contrôle et dans cette crainte qu'il puisse boire la tasse. Et c'est le moment où l'enfant découvre l'eau
tout seul et sa petite motricité qui se met en place aussi. Avec les bercements qu'on retrouve dans le ventre de maman, c'est un peu l'idée. Ça aussi, c'est important, ces mouvements. Tout passe par tous les sens, en fait, dans ce rapport de maternité proximale. Est-ce qu'il y a des astuces, Marie-Cao, pour décrypter les besoins des enfants ? On a du mal, on pense notamment aux pleurs, à faire face aux pleurs des enfants. Est-ce qu'il y a des moyens de savoir ce qui se cache derrière ? Il faut tout simplement observer son bébé. Tout passe finalement par l'observation. Et c'est vrai que les premiers temps, les premiers jours, on est assez décontenancé par ces pleurs. Mais spontanément, si on s'écoute, nous et notre bébé, on met en place des choses. On va le prendre. En général, quand on prend son bébé parce qu'il est en train de pleurer, ça vient souvent apaiser les choses. On va marcher, on va lui parler, lui prêter de l'attention, aller potentiellement faire un tour dehors, changer d'ambiance, et ça vient apaiser l'enfant. Mais tout passe finalement par l'observation et oublier un petit peu tout ce qu'on a pu nous donner comme conseil ou injonction. On ne se cache pas aussi qu'on a tendance parfois à vouloir reproduire ce qu'on a vécu. Ça, c'est le danger, parce que finalement, on fait ce qu'on a connu, c'est logique. Vous vous êtes passé par là aussi, vous vous êtes posé ces questions-là pour bien réagir face à l'énervement de son enfant, à la colère, aux pleurs. J'ai dû un petit peu déconstruire tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais vu de la part de la société, mais également l'éducation que j'ai reçue et la manière dont on s'est occupé de moi. Et de manière assez instinctive, je revenais toujours à une phrase, c'est « écoute ton cœur de maman ». Écoute ton cœur de maman. Ce que ma maman a fait avec moi était très bien, c'est pour une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'époque est nouvelle, la société est nouvelle et on est des nouveaux parents. Il faut s'ancrer là-dedans et juste écouter nos cœurs de papa ou de maman. C'est vrai que l'enfant est une éponge en fait. Donc il reçoit totalement et en première ligne ce que papa et maman et le coparent ressentent. Est-ce que vous avez du coup un mantra que vous vous répétez tous les jours ? Est-ce que ça suffit de se dire « je fais de mon mieux, mon enfant fait de son mieux » C'est suffisant de se dire ça tous les jours ou pas ? Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire qu'à chaque fois que je ratais quelque chose ou j'étais pas à la hauteur de ce que j'avais prévu, j'apprenais. Chaque fois que je me suis plantée en tant que maman, chaque fois que je n'étais pas contente de moi, j'ai avancé derrière. Donc je me suis autorisée à l'erreur, je me suis autorisée à ne pas être au top, parce qu'à chaque fois que ça arrive, j'apprends et je grandis. Et si je me casse pas la figure, je n'apprends pas. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée, relâcher au niveau de cette pression, de me dire j'apprends comme mon bébé tous les jours au quotidien. Je fais de mon mieux, mais surtout je m'écoute. Ça veut dire aussi savoir utiliser son savoir-faire pour le mettre au service de ce lien avec l'enfant. Et c'est ce que vous avez fait, vous, Marie-Cao, puisque vous êtes spécialisée dans la langue des signes. Et vous avez décidé de signer avec votre bébé, vos 2 filles. Ça veut dire quoi, signer avec son bébé, en fait ? Ça peut paraître étrange. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas qu'on pouvait comme ça, finalement, dialoguer avec son enfant dès le plus jeune âge. Exactement. On va mettre en place des petits gestes qui sont pris de la langue des signes et qu'on appelle des signes en langue des signes, comme des mots-clés. On va aller piocher dans la langue des signes des mots-clés qui sont des gestes que l'on va mettre en place au quotidien avec le bébé. On va faire le geste pour le gâteau, on va faire le geste pour de l'eau, on va faire le geste pour avoir mal, avoir peur. On va l'utiliser au quotidien. Le bébé, lui, n'est pas prêt pour parler avant... on va dire 1 an, il n'a pas tout l'appareil phonatoire n'est pas prêt à ça. Mais par contre, ces gestes le peuvent. Aux alentours de 7 mois, on observe des bébés qui commencent à signer. Donc ils vont, avec leurs mains, au travers de gestes, dire qu'ils ont eu peur, qu'ils ont eu mal, qu'ils ont froid, qu'ils veulent de l'eau, qu'ils veulent voir le chien. Ils vont juste faire un mot-clé avec leurs petites mains et le parent c'est déjà un énorme indice, un mot-clé, de savoir que son enfant vient d'avoir peur, de faire un cauchemar ou d'avoir mal. Ça vient vraiment aider et c'est un petit peu une astuce qui aide à décrypter ce fameux mode d'emploi qu'on n'a pas à la naissance. Et ça veut dire ne pas hésiter à chanter, même si on chante faux, des comptines signées. C'est votre petite anecdote, mais très mignonne dans ce livre qui est le vôtre, ce guide. Vous vous êtes mise comment à chanter à votre fille tout en signant ? Je me suis mise tout simplement, je me suis dépassée, parce que c'est pas ma première qualité, le chant, mais j'ai très vite compris que ma voix l'apaisait.
et que peu importe les fausses notes que je faisais, il y avait toujours ses yeux en chœur quand je me mettais à chanter. Elle m'envoyait de l'amour, elle était toujours subjuguée, comme si j'étais la meilleure des chanteuses mondiales. Et donc, je me suis mis à chantonner, à venir l'apaiser au travers de ma voix, même s'il y avait un paquet de fausses notes. Il y a plein de sujets qui stressent les parents, et il y en a un qui vous a stressé particulièrement, Marie-Cao, c'est la motricité, le développement de la motricité de vos enfants, de vos filles. Et là encore, c'est la motricité libre qui vous a soulagé, autre découverte. Ça consiste en quoi, en fait ? La motricité libre, c'est le fait de laisser son enfant sur des surfaces adaptées. On n'est plus dans tout ce qui va contenir le bébé. Par exemple, je pense au Yupala qu'on a connu. Nous, moi j'ai connu le Yupala. C'est ces objets de puériculture qui vont entraver l'enfant et il va pas pouvoir découvrir son petit corps. Et donc, tout simplement, un tapis d'éveil sur le sol avec une petite arche au-dessus suffit largement pour la motricité libre. Et l'enfant va, à son rythme, découvrir son corps et développer ses propres compétences à son rythme. C'est ça, en fait. C'est lui qui fait. Et chacun son rythme. Il faut rappeler que tous les enfants ne vont pas au même rythme. Ça, c'est aussi l'angoisse perpétuelle des parents qui se disent « il est en retard » ou « il est en avance ». Vous l'avez ressenti ? Je l'ai énormément ressenti. Je comparais ou les parents comparaient. Et j'avais besoin de sortir de ça et de comprendre que ma fille avait son propre rythme. Il n'y a pas besoin de regarder les âges. De toute manière, le pédiatre le fait très bien quand on lui rend visite. Il regarde s'il y a le retournement. Il va regarder ou elle va regarder si bébé tourne bien, etc. Donc, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. J'ai juste appris à faire confiance à ma fille et oublier tous ces espèces d'âges auxquels il faudrait que ça marche à quatre pattes, que l'enfant commence à marcher. S'il y a quoi que ce soit, c'est le pédiatre qui le verra. Et moi, je me suis dit, je me laisse apprécier l'évolution de mon enfant. On parle d'apprentissage de l'autonomie de l'enfant. On pense très vite, souvent maintenant, à la méthode Montessori. D'ailleurs, c'est plus qu'une méthode, vous le dites, c'est carrément une philosophie. Oui, c'est votre philosophie de vie, à vous, Marie-Cao, Montessori, ou pas que ? Je ne connaissais pas la philosophie Montessori. J'y suis allée spontanément en créant finalement des jeux, des choses pour mes filles, pour les occuper, pour avoir du temps. Je prenais des petits paniers dans lesquels je mettais une spatule, une balle, des choses qui traînaient dans la maison pour avoir à peu près 15 minutes de disponible pour souffler et que ma fille allait pouvoir investir et découvrir et s'amuser avec ça. Et c'est quelque chose vers lequel je me suis tournée tout doucement parce que c'était finalement ce qui faisait sens. Il n'y a pas besoin d'énormément d'argent pour la philosophie Montessori. C'est vraiment de faire avec ce qu'on a à la maison. Les mots-clés de cette philosophie, c'est quoi ? C'est respect, c'est éducation non violente, ça va de soi, quoique pas toujours. Langage aussi qu'on utilise, les mots qu'on utilise, on en parle souvent, encourager c'est bien, mais rendre l'enfant acteur de ce qu'il a fait, c'est encore mieux. On est dans l'observation, on va observer et décrire ce que l'enfant fait. Oh, je vois que tu as dessiné un soleil, tu as pensé aux rayons, et on est juste dans l'observation et dialoguer avec. L'enfant comprend qu'il est à ce moment-là, qu'on vient d'observer ce qu'il a fait, il est content, mais c'est tout seul qu'il est content. C'est pas nous qui allons féliciter pour ne pas qu'il y ait cette attente permanente après dans l'avenir, d'attendre qu'on l'en félicite pour dire que c'est bien. C'est vraiment passer un moment et observer son enfant qui est en train de dessiner, de jouer. On va prendre en compte tout ce qu'il est en train de faire. C'est très simple. Aujourd'hui, vos filles, elles ont grandi, elles ont quel âge là maintenant ? Elles ont 3 et 6 ans. Vous utilisez encore, alors il y en a une qui est encore dans la tranche d'âge du guide, vous utilisez toujours cette méthode Montessori. Par exemple, récemment, vous avez comme ça un exemple à donner où vous avez fait appel à la méthode Montessori, où ça ne vous vient pas à l'esprit ? Oui, il y en a plein. Enfin, il y en a eu en tout cas une que j'ai vue dans le livre qui était très sympathique avec votre fille aînée. C'est l'accompagner dans ses explorations, dans ses apprentissages, en faisant place aussi à sa liberté de prendre ou ne pas prendre. Et vous aviez réalisé un mur d'activité. Alors ça m'a épatée. Il y avait quoi sur ce mur d'activité ? On s'est lancé dans un défi avec mon mari, on n'était pas prêts. On a voulu qu'elle puisse découvrir plein de choses, dans des choses à tirer, des choses à clipser, des choses qui font du bruit. Tout ce qu'il y a dans le monde et qui fait envie, on l'a mis sur une planche en bois.
On a percé, on a mis des petites ceintures, des clips, on avait mis des interrupteurs qui étaient pas forcément connectés, des prises dans lesquelles l'enfant va pouvoir pour mettre la prise à l'intérieur sans se mettre en danger, savoir que c'est son espace ici pour qu'il puisse explorer et savoir que dans la maison, c'est dangereux, mais si tu veux explorer, là, tu peux le faire. Jouer avec les interrupteurs, ça nous a permis d'avoir beaucoup moins, je pense, de moments où les enfants allument-éteignent à la maison. On y a mis tout à disposition. On a vieux combiné, des calculatrices, des manettes de jeu, une télécommande. On a mis tout ce qui nous passait par la tête en faisant appel à nous quand on était enfant. Qu'est-ce qu'on aimait triturer, toucher, découvrir? Et on a tout collé dessus, on a tout percé et ça a fait un énorme tableau d'activités pour nos 2 filles. Les parents et coparents de demain doivent être des parents créatifs et créateurs en fait. Il faut être créatif et créateur, mais aussi faire appel à son enfant intérieur, à qu'est-ce qui nous renversait quand on était enfant, qu'est-ce qui nous plaisait, et partager ça avec son enfant. Moi, c'est la pâte à modeler. J'adorais la pâte à modeler quand j'étais enfant. C'est des choses vraiment que je partage avec beaucoup d'enthousiasme avec mes filles. Je sors la pâte à modeler quand j'ai envie de jouer avec elles. Et je sors pas forcément des jeux qui leur plaisent à elles. Je trouve un compromis entre elles et moi pour passer un moment où on joue vraiment ensemble. Ce guide de 0 à 3 ans, vous avez voulu parler de votre propre expérience, à la lumière aussi de ce que disent des experts auxquels vous avez fait appel. Ça, c'était essentiel aussi de donner la parole à ceux qui savent pour donner des outils à ceux qui vont vous lire ou ceux qui cherchent, justement. C'était important pour moi de mettre en lumière les auteurs, les autrices, ces personnes clés qui m'ont énormément appris et qui ont fait des déclics dans ma tête. Et j'avais envie de pouvoir transmettre tout ce que j'avais découvert au travers d'eux, pouvoir le leur rendre, pouvoir les rencontrer. Donc il y a eu tout un travail journalistique où finalement, après, à l'écriture, s'est mêlé ma propre expérience et ce que j'avais pu récolter dans les interviews ou dans les lectures. Et ça a permis d'apporter quelque chose de sûr, parce que ma propre expérience n'est pas valeur absolue. J'avais besoin d'avoir en face les experts qui allaient pouvoir dire qu'effectivement, c'était pertinent. Du coup, qu'est-ce que vous auriez fait autrement, sachant ce que vous savez maintenant, Marie Cao ? Je me serais fait beaucoup, beaucoup plus confiance. C'est le mot-clé, la confiance. Confiance en soi et confiance que l'on donne à son enfant, naturellement. Merci beaucoup, Marie Cao. Il ne s'agit pas de faire du maternage proximal, on l'a vu, une nouvelle norme, surtout pas, mais d'en faire une boîte à outils qui a été salvatrice, en tout cas c'était votre cas, dans lequel les parents vont pouvoir piocher, peau à peau, on en a parlé, cododo, massage, portage, libre à eux d'essayer et de choisir ce qui leur fait du bien tout en répondant aux besoins de leur bébé, ça c'est l'essentiel, car comme le dit le pédagogue André Stern, que vous citez dans votre livre et que je trouve cette phrase magnifique, il n'y aura pas de paix sur Terre tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance, ça veut tout dire, vaste programme quand même. Oui. Un enfant comblé, c'est aussi un enfant qui prend plus rapidement le chemin de l'autonomie. Le grand guide de mon enfant de 0 à 3 ans, c'est à découvrir aux éditions Marabout. Et puis pour tous les jeunes parents et coparents qui souhaitent signer avec leur enfant, rendez-vous sur vos comptes YouTube et Instagram. Little Bun Bao, je l'ai mieux dit tout à l'heure. Alors je reprends, Little Bun Bao. Merci beaucoup, Marie Cao. Merci beaucoup pour ce moment. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Podcast Addict et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.